Alors, l'ISF qui est de retour dans le débat politique et public, un ISF d'un nouveau genre, un ISF climatique, et c'est une proposition qui est défendue à la fois par Anne Hidalgo, Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon. Bonjour Xavier. Bonjour David. Xavier Timbaud, directeur principal de l'OFCE, instaurer comme ça un ISF qui est indexé, on l'a compris pour le coup, sur l'impact carbone des placements financiers des plus riches. Dit autrement, plus une fortune pollue, plus elle sera taxée. C'est ça l'idée. Et puis qui a eu l'idée en premier? Parce que tout le monde en parle à gauche aujourd'hui. Hein. Alors, je pense qu'il y a deux sources à cette idée. Bon, l'ISF climatique, à proprement parler, c'est Greenpeace qui a fait un rapport avec cette proposition. Ouais. On était mi-2020, je crois. Voilà, et l'idée de mettre un bonus-malus en fonction des émissions contenues dans votre portefeuille d'actifs. Et donc de pouvoir, de cette façon-là, proposer une augmentation significative en fait, de la taxation par le biais de l'ISF en fonction du contenu en carbone de votre portefeuille. On va en discuter de savoir si c'est possible ou si c'est souhaitable, mais voilà, il y a ce premier point. Après, moi, je dirais qu'il y a mais l'objectif de l'ISF climatique, juste qu'on comprenne au-delà de son caractère, sa faisabilité, l'objectif, c'est quoi? C'est de verdir finalement les patrimoines des plus fortunés, c'est ça l'objectif? Et dégager des ressources fiscales, évidemment, aussi. Alors, c'est ça qui est intéressant. Bon, cette idée, elle est quand même issue d'une ONG, Greenpeace. Elle n'est pas trop assise sur une approche, disons, qu'on pourrait trouver dans la littérature économique ou dans les pratiques de fiscalité ou dans les recommandations de fiscalité. Généralement, quand on parle de fiscalité carbone, on cherche plutôt à taxer les émissions au moment du comportement. Ouais. C'est quand vous prenez votre voiture que vous allez être en fait le meilleur opérateur pour potentiellement réduire ou pas votre carbone. Bon, donc ça c'est la façon dont on l'aborde généralement. Là, le point d'entrée, il est de dire, en fait, plutôt que d'aller attaquer le consommateur dans son comportement, on va aller attaquer l'investisseur dans son comportement d'investissement. C'est pas incompatible d'ailleurs, les deux. Alors, c'est pas incompatible, en même temps, il ne faut pas faire une double taxation au passage, c'est-à-dire taxer le consommateur sur son comportement et l'investisseur sur le comportement du consommateur. Bon, par ailleurs, il y a des questions qui se posent, c'est que souvent les consommateurs sont compensés, totalement ou en partie. Alors vous allez me dire, oh, mais c'est pas si simple que ça, mais bon, regardez le marché ETS, les échanges de carbone. Les consommateurs sont compensés, les marchés ETS, il a largué tout le monde, là, Xavier. Les marchés carbone pour les émissions de CO2 sur les unités de production qui dépassent un certain seuil d'émissions, donc qui couvrent à peu près 70% des émissions de l'industrie et du secteur de l'énergie, reçoivent des quotas gratuits. Donc ils ont une incitation à réduire leurs émissions de CO2, mais de l'autre côté, ils reçoivent des quotas gratuits qui leur permettent de ne pas avoir une dégradation de leurs résultats liés à cette taxation carbone. Et donc, vous voulez en venir où? Et donc, je veux en venir où? C'est que le consommateur, on peut penser que ce qu'on vise, c'est à changer son comportement. Ouais. Donc, on lui met un prix sur son comportement qui va l'obliger à donc, réduire. le plein coûte plus cher, on dit les choses simplement. Mais on peut le compenser pour éviter que son revenu ne diminue. Alors que l'investisseur, ça va être plus compliqué de le compenser. Et l'investisseur, de toute façon, on va faire une estimation sur son portefeuille moyen. Alors, moi, c'est ma question. Sur quand est-ce qu'il change son comportement, qu'il va faire des efforts. Vous voyez, vous êtes. Comment on fait déjà pour inclure, encore une fois, cette empreinte carbone d'un avoir financier dans le calcul de l'ISF? Comment on calcule ce malus? J'ai du mal. Alors, c'est très compliqué. Dans un monde idéal, et qui sera d'ailleurs probablement le monde de demain, on va avoir une espèce d'inventaire des émissions de carbone qui sera fait très finement. Entreprise par entreprise. Mais même plus qu'entreprise par entreprise, produit par produit, ça sera imputé à différentes activités. Et donc on pourra, de cette façon-là, assurer un suivi des émissions de carbone qui sera fait à un niveau extrêmement fin, quasiment individuel. Donc pourquoi il faudra en arriver là un jour? Parce que la transition suppose de ne plus émettre de carbone. Pour ne plus émettre de carbone, à un moment donné, il va falloir savoir exactement qui émet du carbone, à quel moment. Ouais. Voilà. Donc, bon, ça c'est dans un monde idéal. Et dans un monde idéal, si on connaît les émissions de carbone à tous les moments où elles ont lieu, on peut imaginer qu'on est capable de réimputer avec des règles de prorata et d'attribution. Mais on ne vit pas dans un monde idéal, Xavier. Voilà, peut-être dans votre tête, idéal, mais pas dans la vraie vie. Et donc, du coup, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, on va procéder plutôt par des... Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'on fait aujourd'hui. On va procéder plutôt par des moyennes. Donc, on va dire,
Bon, vous avez investi l'argent dans l'industrie de l'énergie. Imaginons même qu'on puisse appliquer une moyenne sur un pays, donc dans l'industrie de l'énergie en Allemagne, on va regarder l'énergie mix en Allemagne. Entre le charbon, le solaire, l'éolien, le gaz, voilà. On a des mesures sur un petit peu ce qui est émis au cours de l'année. Et puis, on va dire, ok, voilà, vous avez investi dans un opérateur qui produit de l'énergie en Allemagne. On ne sait pas trop comment il a produit, donc on va vous appliquer la moyenne de l'Allemagne. Si on a un peu plus d'informations sur cet opérateur, si on dit... C'est un peu fruste, hein, c'est un peu... c'est très frustre, et surtout, là où c'est très embêtant, c'est que, vous voyez, quand on met un prix du carbone, on peut vous inciter à réduire vos émissions de carbone, et on va pouvoir le repérer producteur par producteur. Quand on le met sur une moyenne, c'est quoi votre incitation exactement ? Ça va être plutôt d'aller mettre de l'argent, non pas en Allemagne, mais plutôt dans un pays où on a beaucoup de renouvelables. Donc finalement, il y aura un contournement. En tout cas, ça va conduire à des changements de comportement, par exemple des investisseurs soumis à ce genre de pression, qui ne sont pas nécessairement ceux qui vont produire les résultats. C'est juste que, vous voyez, le contribuable français soumis à l'ISF climatique va dire « Bon, ok, puisque c'est ça, je ne peux plus investir en Allemagne dans les énergies, dans la production d'énergie, parce qu'il y a trop de carbone, donc je vais investir en Finlande, parce qu'il y a énormément de renouvelables en Finlande liés à l'hydroélectrique. » C'est bien ça, non ? Ok, c'est très bien, mais en fait, il y a déjà du renouvelable en Finlande, vous n'allez pas en faire plus, parce qu'il y en a déjà, c'est juste que vous allez financer l'énergie en Finlande. Ça peut créer des bulles d'ailleurs, ça. Et que les Finlandais, par exemple, comme ils n'auront plus la possibilité de financer leurs propres énergies, ils vont aller financer à votre place les Allemands. Et comme ils ne sont pas soumis à un ISF climatique... Ah, je viens de comprendre. Vous comprenez ? Donc, c'est comme ça qu'on... voilà. Et donc, du coup, qu'est-ce que ça change ? En fait, ça ne change rien. Ça change juste l'allocation des portefeuilles. Un contribuable français soumis à l'ISF climatique, il va aller rechercher des portefeuilles verts. Et puis de l'autre côté, comme il faudra bien financer ses activités. Donc on en pense quoi alors ? On en pense quoi de cette ISF climatique entre avantages et inconvénients ? Alors vous n'avez pas laissé terminer tout à l'heure quand même, donc ça c'est quand même très embêtant, parce qu'il y a il y a un autre élément, et je pense que pour comprendre l'ISF climatique c'est quand même très important. Il y a un autre élément qui est de savoir est-ce qu'il faut ou pas rétablir l'impôt sur la fortune. Voilà, ça c'est la question. Est-ce que c'est une façon de détourner aussi de rétablir l'impôt sur la fortune ? Je ne dirais pas détourner, c'est une façon de réhabiller l'impôt sur la fortune d'une nouvelle vertu qui serait de rétablir la justice qui est que les riches émettent beaucoup plus de CO2 que les autres et donc qu'il n'est pas totalement illogique qu'ils soient plus mis à contribution. Donc sur le papier, dans sa philosophie, vous trouvez ça intéressant cette ISF climatique ? Disons que voilà, il y a ce débat sur est-ce qu'il faut ou non rétablir l'impôt sur la fortune. Vous avez lu avec attention le rapport produit par France Stratégie sur l'évaluation de la suppression de l'ISF. Ils disent qu'on ne sait pas. Ils disent qu'on ne sait pas. On ne sait pas. C'est un peu tôt, il faut attendre un petit peu pour voir les résultats. Ok, donc ils disent on ne sait pas, mais en tout cas, il n'y a pas d'effet bénéfique immédiat. Donc certains ont dit, en fait, quand on dit on ne sait pas, c'est qu'en fait, il ne s'est pas passé grand-chose. Il y a une petite nuance entre les deux, mais bon, acceptons ce raccourci. Donc il ne s'est pas passé grand-chose. Donc si il ne s'est pas passé grand-chose, on peut rétablir l'ISF. En tout cas, il ne va pas se passer des malheurs à rétablir l'ISF. Et si en plus on dit, mais cet ISF, il n'est pas simplement sur la fortune, mais il est aussi pour le climat, à ce moment-là, on lui donne un côté un peu plus positif. Donc c'est une façon de faire revenir dans l'ISF en France en l'habillant de vertus green, qui peuvent s'entendre parce qu'effectivement, si on part du principe que les plus riches polluent, émettent beaucoup plus de CO2, on parle dans leur placement. Alors, mais en même temps, c'est lié au fait qu'ils ont des patrimoines qui sont plus gros aussi. C'est là un peu toute l'ambiguïté, c'est-à-dire qu'on pourrait dire, c'est un peu la tendance aujourd'hui dans les négociations internationales. Regardons les émissions du côté des consommateurs, parce que toute émission correspond à un acte de consommation, que ce soit un riche ou un pauvre. Voilà, les riches vont émettre plus de CO2 parce qu'ils consomment plus, mais ce qu'on regarde, c'est du point de vue du consommateur. Là, on change un peu la perspective et on dit « Ah bah non, on ne regarde pas du point de vue du consommateur, on regarde du côté de l'investisseur. » Donc, vous conduisez une voiture qui est polluante, mais en tant que conducteur, vous n'êtes pas responsable. Celui qui est réputé responsable, c'est celui qui détient les actions de l'entreprise qui a fabriqué soit la voiture, soit le carburant que vous utilisez dans votre voiture. Bon, ça se discute. Encore une fois, du point de vue... Enfin, probablement, il y a un argument assez fort qui consiste à dire que si on veut changer les comportements, c'est plutôt les consommateurs. Donc, vous n'avez pas l'air fan de cette ISF climatique ? Je vous ai expliqué mon point de vue. Si on veut changer les comportements, c'est plutôt du côté du consommateur. Donc, pas d'ISF climatique. Et donc, pas d'ISF climatique. Si on veut rétablir l'ISF et lui donner une vertu nouvelle, c'est une opération qui n'est pas forcément une mauvaise opération.
Par ailleurs, voilà, comme vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, on peut jouer un peu des deux côtés en même temps. On peut imaginer que cette question de l'ISF climatique, la France peut être un petit peu en avance sur Ça d'autres pays. existe ou pas d'ailleurs en dehors de France, ou c'est un truc qu'on a inventé que chez nous? Alors, ça n'existe pas en dehors de France. Bon, pour être tout à fait honnête, il y a quand même un certain nombre de réflexions qui sont faites du côté, par exemple, des régulateurs des marchés financiers. Ça n'existe pas ailleurs, il faut quand même se poser aussi la question. Hein. Oui, mais il y a quand même des choses qui sont faites du côté des régulateurs des marchés financiers qui disent, voilà, il y a des investissements qui sont faits dans des secteurs dans lesquels on continue à développer des fossiles, par exemple, et ça doit être pénalisé en matière de régulation financière, avec un argument qui s'est imposé aujourd'hui, qui consiste à dire ces fossiles représentent un risque d'actifs échoués dans le futur, et donc il faut que les actionnaires et les investisseurs dans ces secteurs-là soient parfaitement informés du risque qu'ils prennent. Donc quand vous investissez, en le sachant ou sans le savoir, dans une centrale à charbon, on doit vous dire, attention, cette centrale à charbon, elle a 70 ans de durée de vie, et dans 35 ans, on arrête le charbon. Ouais. Donc, cet actif vaudra 0 dans 35 ans. Donc dans 35 ans, elle va valoir 0, et donc du coup, vous allez perdre la moitié de sa durée de vie d'exploitation. Donc la rentabilité que vous estimez aujourd'hui, elle n'intègre pas correctement ce risque-là. Ouais. Et comme elle n'intègre pas correctement ce risque-là, ça veut dire que vous avez été mal informé, et donc on doit mieux vous informer. Donc, vous voyez, là, on joue par le canal de l'investisseur. Alors, ce n'est pas l'investisseur dans l'évaluation de son portefeuille, c'est dans l'évaluation du risque, c'est dans l'information qui est faite à l'investisseur. Bon, mais il est question que dans les futurs quantitative easing faits par la Banque Centrale Européenne, oui, il y a un peu de verdissement, on puisse mettre une pénalité à ceux qui contiendraient ce risque, etc. Donc, vous voyez, c'est quand même des idées qui sont un peu sur la place, parce que on imagine que la finance, qui est aujourd'hui une industrie qui organise les économies, peut avoir un pouvoir de changement tout à fait considérable. Et donc, on peut essayer de jouer là-dessus. Bon, encore une fois, je pense que l'ISF climatique, c'est un peu la version la plus naïve de tout ça. Maintenant, la force des symboles peut être quand même aussi très importante. Voilà, explication. Merci beaucoup. Explication signée Xavier Tinvaux, économiste et directeur principal de l'OFCE. Merci Xavier. Merci David. Salut.